Bene, benvenuti e ben rientrati. Ai ben rientrati, con i ben rientrati vorrei scusarmi perché l'incontro di prima, come avete visto, chi c'era visto, ha avuto diversi problemi e purtroppo c'è stato anche un po' questo siparietto antipatico sul finale tra me e Maurizio Valmelli, che credo sia dovuto purtroppo a un eccesso di intimità, nel senso che quando si lavora tra amici può capitare che ci sia uno scambio che non deve avvenire in pubblico e invece avviene in pubblico. Eh, giustamente, ehm, sì, diciamo, c'è stato uno scambio da parte di tutte e due che magari non sarebbe successo se non ci conoscessimo così bene, così a fondo, e quindi mi scuso sia con lei, se è in giro, che con le persone che erano qua sul palco, cioè che erano tra il pubblico. Ora, sperando che tutto continui a funzionare bene, passiamo all'incontro successivo. L'incontro successivo è un incontro piuttosto singolare, perché in questo caso abbiamo sempre, nella maggior parte dei casi abbiamo avuto dei traduttori insieme agli autori o alle autrici o traduttrici, che hanno anche tradotto per la prima volta dei brani. Sono stati degli accoppiamenti creati, spero bene, tra chi intervistava e chi veniva tradotto e chi era tradotto. In questo caso la storia di questo incontro è un po' diversa, perché Pascal Janoviak, che tra l'altro da quest'anno è membro del comitato di Babel, ma è sempre stato molto vicino al festival, è uno scrittore svizzero di lingua francese, anche se poi abita a Roma da tanti anni, quindi parla molto bene l'italiano, ed è pubblicato dalla casa editrice Actes Sud in Francia. Quando si preparava ovviamente questa edizione di Babel, lui è stato uno dei miei principali interlocutori in quanto lui stesso è scrittore di lingua francese e esperto di letteratura francese. Uno dei primi libri di cui mi ha parlato, e quello di cui mi ha parlato con la più grossa ammirazione, era il libro del nostro ospite seduto a fianco a lui, che è Clément Camard-Mercier, autore di un libro che si intitola Le roman de Jeanne et Nathan. E il modo in cui me ne ha parlato Pascal fin dall'inizio, a parte il descrivermi il romanzo, poi la questione era un po', sono quasi un po' geloso che qualcuno che pubblica nella mia stessa casa editrice scriva così bene e abbia fatto un romanzo così bello. Però poi si sa che quando si tratta di artisti o di scrittori comunque veri, il sentimento più forte non è mai l'invidia, ma è la gioia nel condividere la scrittura e la passione per la scrittura o per anche altra arte. Quindi, alla fine, eccoli qua sul palco assieme. Clément Camard-Messier con Pascal Janoviak, e lascio la parola a loro. Grazie. Merci. C'est vrai que ce livre, j'étais frappé quand mon éditrice, qui a l'élégance de me faire croire que je suis son seul auteur, quand elle m'a montré ce livre, et puis elle me l'a un peu montré, donné un petit peu comme on donne une patate chaude, une pomme de terre un peu brûlante comme ça, en disant ça c'est un peu, fais attention, c'est un peu radioactif. Et donc j'étais troublé par ce don, mais très curieux aussi. Et je l'ai passé de la même manière à Matteo, en disant regarde là il y a quelque chose, mais fais attention, ça brûle un peu. Et peut-être que j'aurais pas dû parce que c'est revenu vers moi. Et puis donc c'est ici maintenant. Donc le roman de Jeanne et Nathan, qui est le premier livre le premier roman pardon de Clément Camard-Mercier. Alors Clément, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. D'être venu nous présenter ce livre qui nous a semblé vraiment avoir toute sa place lorsqu'il est question d'interroger non seulement la littérature contemporaine en France, mais aussi la société française contemporaine. Clément, vous avez étudié le cinéma, la littérature, l'histoire de l'art et le théâtre.
Vous êtes notamment traducteur de Shakespeare. Vous avez l'ambition de traduire l'œuvre complète de Shakespeare. On reviendra sur ce travail peut-être plus tard. On a déjà parlé de ça hier dans une vidéo que vous verrez bientôt sur le site de Babel. C'est une série consacrée aux écrivains et à leur rapport à la traduction. Si nous avons le temps, on y reviendra aussi aujourd'hui. Et donc, auteur d'un premier roman qui est sorti il y a 1 an, exactement, la rentrée littéraire 2023, qui a été nominé pour des prix parmi les plus prestigieux de la France, par exemple le prix Renaudot, le prix littéraire du Monde. Il a été couronné aussi par le prix Transfuge du premier roman. Et c'est assez amusant parce que Transfuge, c'est simplement le nom d'une revue culturelle française, mais ça m'a tout de suite fait penser à cette expression qu'utilise Annie Ernaux pour parler de son travail, parce qu'elle se considère comme un transfuge de classe, issue d'une classe, d'un milieu modeste. Elle acquiert une connaissance de la langue et qui lui permet ensuite de parler de ce milieu et de partager un peu ce qu'elle a vécu. On pourrait dire la même chose d'Édouard Louis ou de Laurent Mauvigné qui a parlé sur cette scène hier. Pour Clément Camard-Mercier, en revanche, et c'est aussi ce qui nous a intéressés, il n'est pas du tout question de ce regard sur une autre classe sociale. On a l'impression que vous parlez d'un milieu qui est celui du lecteur, celui des gens qui lisent des livres, et c'est de ce milieu-là que vous parlez. Et vous décrivez une société de la dépendance, donc il est question notamment de drogue, mais on va voir ce que cette dépendance recouvre en réalité. Cette société, pour vous, est-ce qu'elle touche peut-être une classe moyenne, ou est-ce qu'elle est transversale en France? Non, en France et dans le monde, justement, l'intérêt, disons, d'utiliser pour les 2 personnages, ce sont 2 personnages plutôt classe moyenne haute, on appellerait ça en France aujourd'hui des bourgeois, en tout cas que leurs parents n'avaient pas de problème d'argent, en tout cas, n'étaient pas non plus extrêmement riches, et ils représentent le milieu de la société. Enfin, aujourd'hui, vu que la société s'appauvrit, plutôt le début du haut, mais il n'est absolument pas question que cette classe sociale à laquelle ils appartiennent pour des raisons dramaturgiques qui me permet de construire ces personnages parce que je voulais que ça soit un professeur d'université et elle, je voulais qu'elle ait un métier en opposition à la bourgeoisie de ses parents. On verra que c'est une actrice pornographique et l'addiction qui les réunit, la drogue n'étant qu'un prétexte pour parler de la société d'addiction dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on a tous des addictions et elles sont de plus en plus fortes et elles sont de plus en plus le moteur de nos actes. Je crois vraiment que, quelles que soient les classes sociales, je pense que c'est la nature de l'addiction qui change selon votre compte en banque, mais absolument pas le fait d'être addict. Je pense que c'est quelque chose qui dépasse complètement cette division de la société. Les riches n'échappent pas à l'addiction et les pauvres n'échappent pas non plus à l'addiction. Et je dirais même, il n'y en a pas un plus addict que l'autre. C'est-à-dire que je crois que j'ai essayé de parler après... Enfin, je n'ai pas essayé, j'en ai parlé. Après, est-ce que ça parlera à tout le monde, où il y a beaucoup de gens aussi qui disent « ça ne me concerne pas, l'addiction ». C'est un geste assez amusant d'ailleurs de mettre de côté cette notion, cette manière d'agir, de consommer, qui aujourd'hui est devenue pour moi une addiction. Mais je pense, pour finir et répondre à votre question,
que ça nous concerne tous, quelles que soient les classes sociales, et ce n'est absolument pas un livre social. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est un livre qui est assez effrayant à cause de cette portée, disons, universelle, pour le dire vite. Et c'est aussi un roman qui est écrit d'une encre désespérément noire, d'une noirceur auquel on n'échappe pas. Et ces mots désespérément noirs sont des mots qui se trouvent dans le roman lui-même. C'est-à-dire que les personnages ou le narrateur, enfin le texte lui-même se définit comme étant désespérément noir. Et c'est une des choses qui m'avait frappé à la lecture de ce livre, c'est que les personnages savent pertinemment que ce sont des personnages de roman. Ils ne font pas semblant d'être des personnes réelles. Et là où les auteurs d'habitude tentent de vous faire croire que les personnages qu'ils ont inventés sont des personnes réelles, avec un passé, avec un grain de beauté, avec tout un tas de détails qui soulignent leur vivacité, enfin le fait d'être vivant. Dans ce livre-là, eh bien, au contraire, les personnages vous disent ne vous inquiétez pas, surtout, on n'est que des personnages de roman. Ce qui nous arrive, finalement, c'est que dans un livre. Et ça rend le tout beaucoup plus inquiétant parce qu'on a au contraire l'impression qu'ils sont extrêmement réalistes, que ce qui leur arrive relève du quotidien le plus régulier. Alors cette distanciation, peut-être vous pouvez nous expliquer comment vous en avez eu l'idée, d'où elle vient? Oui, alors déjà, vous commencez bien en présentant le roman en disant ce n'est pas un livre social et c'est une fiction. Alors c'est vrai que je me suis mis par rapport à ce qui marche aujourd'hui, j'étais mal parti, disons. Non, mais outre cette blague, c'est vrai que ça, vous en avez parlé par rapport à Shakespeare, on en a parlé un petit peu hier. Naturellement, en écrivant le livre, c'est venu cette idée de la distanciation. Je vais rapidement en parler au théâtre. C'est de ne pas faire croire aux spectateurs que ce qui se passe sur la scène, d'ailleurs on est dans un théâtre, c'est drôle, est réel. C'est une manière qu'a Shakespeare, puis après Brecht l'a théorisé plusieurs centaines d'années plus tard, c'est de dire c'est comme ça que le spectateur va pouvoir ressentir le plus d'émotions. C'est une théorie. Il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent être émus que face à la réalité. Plus c'est réel, plus je serai ému. Plus j'y crois en tant que réalité, plus je vais être ému par l'histoire. Et il y a un autre courant dans le théâtre qui est celui de dire de toute façon le public est assis, de toute façon il y a de la lumière, de toute façon il y a du faux sang, de toute façon nous sommes des acteurs, de toute façon nous allons nous relever pour saluer si nous sommes morts. À quoi ça sert de faire croire que c'est réel ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt assumer le fait que nous sommes des acteurs jouant des personnages ? Ce qui ne veut pas dire qu'il faut mal jouer ou surinterpréter la chose, mais c'est dans le travail d'écriture qu'on peut glisser cette distance, c'est-à-dire que les personnages, parfois, chez Shakespeare très souvent, font des remarques sur le fait que là, ils sont au théâtre. Je vous raconte ça parce que je traduis Shakespeare et quand j'ai commencé à écrire le roman, très rapidement, je voulais qu'il y ait un narrateur qui est un personnage à part entière et qui n'est pas moi. C'est vraiment le troisième personnage du livre, c'est-à-dire qu'il a un avis sur les choses, il décrit les choses à sa manière, il fait parfois des remarques, il invective le lecteur. Je voulais vraiment que cette présence du narrateur soit forte et raconte une histoire, qu'on vous raconte une histoire. La présence du narrateur est une première distanciation, le choix est fait de ne pas écrire au jeu. J'aurais pu faire un montage alterné entre Nathan et Jeanne qui parlent au jeu, le jeu étant évidemment ce qui nous rapproche le plus facilement d'une réalité. Évidemment, on a plus l'impression de lire quelque chose de vrai
quand c'est dit au jeu, parce qu'on a l'impression que la personne qui parle nous raconte vraiment sa vie. Donc ça, c'était la première distanciation, et j'ai ajouté en plus, je pense que c'est à cause ou grâce à Shakespeare, des passages justement où les personnages rassurent le lecteur en leur disant que tout ça n'est qu'un roman et que la vie est beaucoup plus belle et joyeuse. Alors, oui, moi je pense, encore une fois, j'adhère à cette théorie qu'avec la distanciation, justement, et comme au théâtre, dans le théâtre grec même, hein, il y avait cette espèce de catharsis, c'est-à-dire que le public allait au théâtre pour se purger de ses passions, c'est-à-dire qu'il allait voir Oedipe et en sortant, il se disait « Bon, il ne faut pas que je couche avec ma mère, il ne faut pas que je tue mon père ». C'était ça le théâtre grec, c'est-à-dire qu'on allait au théâtre apprendre les choses qu'il ne fallait pas faire, voir ce que ça donnait de défier les dieux ou d'être dans une démesure. Et d'une manière plutôt ironique, jamais cynique, j'ai essayé en tout cas, je n'aime pas le cynisme, j'aime beaucoup l'ironie. D'essayer de parler de sujets extrêmement contemporains, extrêmement documentés. Tout ce que je raconte est extrêmement vrai et existe, mais j'essaie de faire croire au lecteur que c'est faux. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'il va en être le plus touché, qu'il pourra en garder le plus des leçons. Je n'ai pas l'impression que la place de la littérature est de donner des leçons de réel. En ça, encore une fois, je fais partie d'un champ fictionnel qui est de raconter des histoires et de dire que tout est faux. Et parce que c'est faux, ça va toucher quelque chose de vrai chez le lecteur, plutôt que de raconter sa propre vie. Voilà. C'est d'essayer de changer la vie du lecteur et pas de changer ma vie. Même si, évidemment, tout ça, ce sont des mots et que j'écris aussi sur mes propres névroses et sur mes propres désirs et que je ne m'en cache pas. Mais voilà, je crois fortement en la force de la fiction contre celle de l'autofiction, et je pense qu'il y a de l'autofiction dans toute fiction, mais qu'il n'y a pas de la fiction dans toute autofiction, et je préfère ce qui est plus universel à ce qui est plus particulier. Alors, pour en venir à ce qui est justement très réel et très documenté, on va en parler pour présenter les deux personnages principaux de ce livre, donc, qui sont Jeanne et Nathan. Ils ont quelques points communs. Disons que le point commun le plus important, peut-être, c'est qu'ils sont cocaïnomanes, donc toxicomanes, on pourrait dire au dernier degré, enfin à un degré où leur addiction devient difficilement supportable. Et on va suivre ces deux personnages, un portrait de chacun d'entre eux va peu à peu se construire à travers un montage, une alternance de scènes qui décrit leur quotidien à Paris. Donc des scènes qui se passent au même moment, mais les personnages ne se connaissent pas, ils fréquentent des milieux très différents. Et on va commencer par Jeanne, c'est elle qui ouvre le livre. Jeanne est donc une actrice porno, plus qu'une actrice, c'est une star du porno, c'est vraiment une égérie. Donc les 80% d'hommes qui consomment du porno la connaissent parce qu'elle est extrêmement... elle a beaucoup de succès. Et c'est assez affolant parce que si on enlève tout ce côté peut-être glamour de la célébrité, on rentre avec elle dans le quotidien de son travail, dans ce qu'on peut appeler l'horreur de ces tournages, qui sont une succession d'humiliations, qui vont... on a l'impression que psychologiquement, elle peut faire face à n'importe quoi, parce que c'est un métier qu'elle a choisi,
mais on voit que physiquement, ces tournages la détruisent, et qu'ils ont d'ailleurs souvent presque pour but de la détruire, en tout cas dans une mise en scène, mais qui finit par vraiment l'affaiblir elle. Ce qui rend peut-être ces scènes terribles que vous décrivez, c'est la banalité du cadre. C'est un travail comme un autre. Oui, enfin, j'ai l'impression que ce qui rend ces scènes terribles, alors, juste rajouter par rapport à la question d'avant, c'est que, en parlant d'ironie, c'est que certes, ça décrit les choses très noires, mais j'ai toujours essayé de le faire en maintenant une dose d'humour assez fréquente, je l'espère. Moi, ce que je trouve dur dans les tournages de Jeanne, c'est plutôt la banalité non pas de ce qui se passe, du fait que ces tournages-là existent parce qu'ils marchent. Pour les chiffres de la pornographie, aujourd'hui, j'ai les chiffres français quand j'ai travaillé sur le livre, évidemment, mais qui sont les mêmes dans la plupart des pays occidentaux. Entre 12 et... Le premier contact avec la pornographie aujourd'hui, c'est à 10 ans. Entre 12 et 16 ans, en moyenne, est consommé 40 minutes par semaine de pornographie. 80% des jeunes en regardent donc plus de 40 minutes par semaine. Moi, ce qui me paraît toujours dur, justement, c'est pas le tournage en soi, finalement, puisque on en parlait tout à l'heure avec une affaire de fait divers qui se passe en France, qui est jugé un procès où un mari a prostitué sa femme. Que le mari puisse faire ça, on se dit que c'est un cas isolé. Les 50 hommes qui viennent à ce procès, qui étaient tous des voisins, j'ai l'impression, on en parlait tout à l'heure, mais la problématique est plus dans le nombre de gens qui vont regarder ça. C'est-à-dire que je décris des scènes qui, si elles étaient des simples scènes en marge de la société, ça ne serait pas inquiétant, ça serait horrible en soi. Mais le problème, c'est que si ces scènes-là existent, c'est qu'elles sont consommées de manière absolument délirante aujourd'hui, à des chiffres que je n'imaginais absolument pas avant d'avoir commencé mon travail de recherche sur la pornographie, qui est une des addictions les plus traitées aujourd'hui en cure de désintoxication, qui est l'addiction à la pornographie, qui modifie complètement je pense, et qui modifiera complètement la société de par la nouvelle approche de la sexualité, de l'amour que vont avoir les jeunes adolescents qui vont devenir des adultes, puisque tout a changé avec l'apparition du smartphone en 2008. Donc voilà, j'ai pas l'impression que la description des tournages, en tout cas, je n'ai pas essayé de les rendre de les rendre dérangeantes en soi. Ce que j'ai voulu rendre... s'il y a une chose que j'ai voulu alerter, ou là où j'ai voulu frapper, c'est de dire pourquoi est-ce qu'elle est obligée de faire ça. Elle n'est pas obligée dans le sens où elle l'a choisi. Attention, je n'ai pas voulu faire un personnage qui faisait ce métier involontairement. Il y en a qui se forcent pour juste se nourrir à faire ce métier. Et il y a d'autres femmes et d'hommes, sur les hommes pour la plupart du temps choisis, évidemment. Les femmes, il y en a une certaine partie qui l'ont choisi aussi. Et ce que je veux, c'est pas que le lecteur se dise « oh là là, ces tournages sont durs », puisque d'ailleurs, c'est absolument pas un pamphlet contre la pornographie, je le répète, ni contre la drogue d'ailleurs, mais contre ce que ça produit, ce que ça peut produire, et surtout sur le fait qu'on veut cacher, qu'on veut occulter ces sujets-là de la société, qu'on veut les mettre de côté. Et je trouvais que c'était intéressant que la littérature se saisisse de ces sujets-là pour apporter un autre point de vue sur ces thèmes de société. Donc cette crudité, cette violence, j'ai voulu vraiment qu'elle soit plutôt du côté de celui qui va regarder que des actes en soi. Ouais. Alors, comment est-ce qu'elle s'en sort pour faire ce métier ?
une des choses qui me semble intéressante, c'est qu'elle se voit comme une rédemptrice. Elle a quelque chose d'un peu christique, comme ça. C'est un peu... Pas qu'un peu. Voilà, prenez mon corps. Et elle a une ambition, dont on reparlera peut-être, qui est déjà politique. Enfin, elle a quand même un rêve de sauver le monde, d'une certaine façon. Tout à fait. Voilà, c'était pour traiter ce personnage-là quand je vous dis que j'ai pas voulu faire quelqu'un de... C'est pas une victime, le personnage de Jeanne, c'est quelqu'un qui décide de faire ce métier pour une raison avant tout, chose. Alors, la première étant de faire chier ses parents, mais ça c'est assez rapide. La deuxième étant justement de dire, puisque ça existe, mieux vaut que ça soit moi qui le fasse plutôt que d'autres souffrent. Voilà. C'est ça qui est son côté christique, c'est-à-dire de prendre pour elle cette souffrance, et peut-être que puisqu'elle fait ça, d'autres filles vont éviter de le faire. C'est la raison pour laquelle je voulais c'est la raison pour laquelle elle fait de la pornographie, c'est pour pouvoir éviter à quelqu'un d'autre d'en faire. Donc c'est un geste de bonté pure. Et évidemment, et elle va quand même, puisqu'on l'apprend à la fin de sa carrière, le livre commence à un moment où les deux personnages en même temps se disent il y a peut-être un problème dans ma vie. Ça commence comme ça. Ils se réveillent un matin et ils se disent il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie. Et on suit une dernière semaine d'absurdité de leur vie qu'ils ne maîtrisent pas du tout, dans une destruction générale, absolument pas liée forcément à leur métier, une destruction même mentale. À un moment, il faut que ça change, il faut qu'ils prennent une autre route. Et évidemment, ils vont se rencontrer pour ensemble essayer de construire un avenir plus beau pour eux d'abord. Mais au cours de sa carrière, Jeanne, comme je l'apprends à la fin de sa carrière, elle a quand même, malgré tout, pris du plaisir à être célèbre, pris du plaisir à avoir du pouvoir. Donc c'est la deuxième facette de cette bonté, où finalement, elle dans une sorte de féminisme étrange, et en même temps bien placé, prend une revanche pour son genre, mais aussi pour elle-même, et pour, malgré tout, une soif de pouvoir et de contrôle qu'a ce personnage, et qui, dans une troisième partie du livre, va être traité. Jeanne, elle a cette ambition de sauver le monde parce que le monde va très mal. Est-ce que vous voudriez lire un peu la façon dont elle voit le monde, enfin, cet extrait Oui, je peux. Ce qui est intéressant dans la façon dont ces personnages perçoivent la réalité extérieure, c'est qu'il y a une espèce de cycle infini entre le fait que cette réalité est insupportable, ce qui les oblige à se droguer, ou disons, ils vont se droguer pour la supporter mieux, mais la drogue elle-même déforme ensuite leur perception de cette réalité. Et donc on est dans un cycle comme ça où on est toujours au bord d'une hallucination dont on sent en même temps qu'elle est profondément ancrée dans ce qu'il Oui, tout à fait. En tout cas, dans la première partie du livre. Là, pour l'instant, pour vous signaler aussi, puisque je pense que vous n'avez pas lu le livre, là, on parle vraiment des... Le livre fait 350 pages, on parle des 90 premières pages, où il y a cette vie alternée, et après tout change dans une deuxième partie, puisqu'ils vont décider d'aller en cure de désintoxication tous les deux et découvrir. Et donc là, la plus grande partie du livre s'ouvre dans une autre vie, et sur cette possibilité de l'amour, évidemment, entre ces deux personnages. Mais tout à fait, la drogue comme toute addiction, c'est-à-dire que, encore une fois, je le répète, j'ai pris la drogue parce que c'était ce qui me paraissait la métaphore la plus simple et la plus connue pour pouvoir montrer au lecteur qu'est-ce que produisait le manque et qu'est-ce que le phénomène d'addiction. Mais ce qui m'intéresse, c'est absolument pas de parler de la drogue, qui est un sujet
beaucoup plus marginal que la pornographie, finalement, mais l'addiction est un sujet qui nous concerne tous, c'est-à-dire que ce que je voulais en décrivant le comportement de drogué, dans cette première partie, je le répète, tout le livre parle de l'addiction, mais ce début se fixe sur cette dernière semaine de désespoir, avant d'ouvrir sur l'espoir, et c'était que surtout des gens qui ne prennent aucunement de drogue, ou qui n'en ont jamais pris, ou une fois dans la vie, il y a longtemps, se reconnaissent dans le comportement d'un drogué. C'est-à-dire qui se disent, j'ai le même comportement, mais ce n'est pas à propos de quelque chose que le gouvernement... Après, la drogue est un bien grand mot, puisque le gouvernement décide ce qui est drogue et ce qui ne l'est pas. Une des drogues les plus dures est en vente libre, l'alcool. Des drogues plus douces peuvent être interdites. Et je vous le répète, en cure de désintoxication, pour avoir fait des recherches approfondies pour le livre, les choses qui aujourd'hui sont le plus traitées et ont le plus de mal à être traitées sont l'addiction aux jeux d'argent, au téléphone portable et à la pornographie. Parce qu'ils n'ont pas de moyens subsidiaires. L'héroïne est très simplement traitée puisqu'ils donnent de la méthadone et physiquement, petit à petit, ils essayent de faire sortir le toxicomane de cette dépendance dont la dépendance physique est la clé. Pour les dépendances non physiques, les psychiatres aujourd'hui et les addictologues sont dans le flou le plus total. Je vous raconte ça parce que ça montre pourquoi j'ai utilisé la drogue classique, mais pour parler de quelque chose d'autre. Et ce phénomène d'addiction fait qu'on veut, évidemment, le drogué prend de la drogue pour sortir d'une réalité, mais évidemment c'est un cercle infernal puisque la réalité est transformée ensuite par la drogue, on n'accepte plus que la réalité de la drogue, et finalement jusqu'à sortir complètement de la réalité. Donc je lis un passage, c'est ça, vous avez celui-ci ? Oui, le premier, si vous voulez, ça commence... Sous ses pieds. Bon, je vais essayer de bien lire. Sous ses pieds, le béton l'attendrissait. Au premier abord, nulle vilainie ne semblait inéluctable à ce genre d'invention. Elle y voyait d'ailleurs les traces encore nettes d'une proposition, certes un peu pompeuse, mais qui tenait plutôt la route. À force d'apercevoir tous les jours, sans plus aucun émerveillement, l'harmonie générale et la robustesse de ces cyclopéennes bâtisses que l'on nomme si vulgairement immeubles, il était commun d'en oublier les plans millimétrés, conçus par des architectes minutieux, et qui permettaient à la construction manuelle de lutter à armes égales contre les puissances gravitationnelles. Les ponts aériens faits d'armatures métalliques puisaient leur force primordiale dans des structures mécanisées, pleines d'angles savamment mesurés et stabilisés. Les plus infimes arcatures regorgeaient de détails complexes, taillés à même la roche d'une main d'orfèvre. Rien n'était sans rappeler le miracle diligent des premiers bâtisseurs. Elle constata que même dans la régulation des feux de circulation résidait, quoique suranné, un phénomène étincelant d'innovation. Et puis elle regarda mieux. Jeanne errait dans un paysage primitif, dans une crypte où les décombres s'entassaient, dans les catacombes de son espèce où les cadavres s'accumulaient, dans un monde désertique et indescriptible, dans un marécage perpétuel, dans une cité ensevelie au crépuscule permanent, où le chevauchement labyrinthique des intentions était pensé par une entité malfaisante en proie à un entrain frénétique pour son devenir ruine. En observant une pile de déchets plantée à côté d'une poubelle vide et plus loin des sans-abri tentant vainement de dormir devant une vitrine de literie de luxe, elle se demanda où elle avait mis les pieds et quand ils avaient perdu la tête. À côté, dans une laverie, étaient entassées au cœur d'une fange épaisse 10 gamines de 14 ans, au visage et aux bras scarifiés, bourrées de rivotril, dont les seuls mots difficilement compréhensibles qui émanaient de leur bouche étaient des insultes. Pour le reste de la communication, elles utilisaient un téléphone. Jeanne avait beau retourner le puzzle dans son crâne, elle échouait à y trouver une quelconque sorte de cohérence. Ces téléphones viendraient d'ailleurs à bout des terriens bien avant le réchauffement climatique.
Et puis 5 rixes violentes eurent lieu simultanément sur le trottoir, juste devant une publicité pour beefsteak, sur laquelle des militants taguaient au marqueur dégueulasse « Consommation de viande égale virus ». Le soupir rauque qui s'épancha alors de la gorge de Jeanne semblait questionner la nature de la folie qui les avait tous saisis pour que même les gens sobres eussent l'air d'être camés. Elle s'arrêta ensuite devant une affiche présentant un petit jardinet construit entre 4 planches de bois, ayant pour but de revégétaliser la ville. Il ressemblait davantage à un bac à ordures qu'à une tentative d'herboriser la cité, malgré une pauvre courge qui pourrissait au milieu de déjections humaines, de plastique et d'un petit personnage souriant aux allures de soleil, sûrement dessiné par un enfant du quartier. Elle sauta dans la zone dite verte et y arracha toutes les racines qu'elle put y trouver. Instinctivement, elle mit de sa terre à sa bouche, c'était sec, et continua sa route après avoir enjambé, comme si de rien n'était, un représentant des sapiens sapiens, qui, gisant à terre, poussait des gémissements à la fois tendres et cruels, en tâchant vainement de se gratter le scrotum avec des doigts flétris de crasse. Elle regarda ses semblables, rien ne les dérangeait. Tout avait l'air très normal dans cette diaspora géante, où plus personne n'appartenait à rien, où tout le monde n'était plus qu'un amas d'individualités similaires, comme si la vie devenait vraiment le cauchemar de ceux qui la rêvaient. Mais ça, c'est Paris, hein. Ce qui est frappant, effectivement, c'est cette vie qui est terriblement normale, donc qui est à la fois insupportable et puis parfaitement quotidienne. Oui, ça, à Paris, ça, depuis les 10, 15, 20 dernières... Maintenant, j'y vis plus, je suis parti. Beaucoup de gens disent oui, c'est devenu peut-être plus violent, plus sale, etc. Mais ce qui a vraiment changé, c'est que les gens sont devenus de plus en plus indifférents à ce qui s'y passe. C'est une capacité totale de ne plus rien voir et de voir des gens se croiser, des situations improbables, comme je l'ai décrit, se mêler, sans aucune sorte de cohérence et sans que ça n'inquiète personne. Ça, c'est un point de vue que Jeanne partage avec Nathan. Tous les deux se rendent compte, eux. Ils sont extrêmement lucides. Tout à fait. C'est peut-être, je trouve, le seul point commun qu'ils ont. Et puisque lui est un désespéré, plutôt type un peu dépressif, mélancolique, prof de fac, un peu névrosé, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle a quand même une joie de vivre et une envie de vivre et une envie de changer les choses que n'a pas du tout Nathan. Enfin, c'est vraiment deux personnages. J'ai voulu vraiment en faire des pôles opposés, parce que j'aime bien les couples mixtes. Il y a quelque chose comme ça où je me dis, à un moment où ils vont se rencontrer, ça va essayer de rééquilibrer la balance. Ce que j'aime dans l'amour, c'est la possibilité justement que chacun se retire un peu de lui-même pour créer un nous, aussi bancal que cela puisse être. Ça permet de sortir de notre violence quotidienne et de nous, surtout, de soi, de l'ego. Mais en tout cas, oui, ils partagent, à partir de ce début de livre où ils se réveillent en fait un matin, je le répète, c'est le début du livre, il faut bien qu'il se passe quelque chose pour qu'un livre commence, ils se réveillent étrangement lucides. Ce qui n'était pas avant, parce que si on est lucide complètement, on ne peut pas continuer à vivre de la manière dont ils vivent eux. C'est-à-dire que, mais à partir du moment où ils se réveillent lucides, comme une sorte de miracle, un matin, ils se réveillent lucides et ils voient la réalité telle qu'elle est. Plus du tout avec des filtres qu'on se met pour la supporter. Et c'est ça qu'ils partagent dès le début. À part ça, même leur consommation de drogue est très très différente. C'est-à-dire qu'elle, c'est une drogue mondaine dans un milieu qui l'accepte complètement. Voilà. Et puis, elle se drogue aussi pour supporter son travail. Lui, c'est une drogue complètement différente. C'est une drogue extrêmement solitaire. C'est une drogue pour se supporter lui-même. Donc c'est vraiment des personnages que j'ai voulu, en tout cas, aux antipodes. Puis lui fait partie d'un monde intellectuel très distingué, très raffiné. Et elle fait partie d'un monde méprisé, occulté, un monde de l'ombre, mais qui n'en est pas moins extrêmement répandu. Un monde que l'on se force à mettre à l'ombre. Ils ont aussi ce point commun de fonctionner socialement,
donc de faire leur métier jusqu'à ce moment-là. Alors, Nathan, non, parce qu'il est prof de fac de cinéma, en histoire du cinéma, alors qu'il aurait voulu être réalisateur. Donc il réussit à la fac, oui, je veux dire, il a un poste quand même, donc il est en thèse, il est en fin de thèse, il fait une thèse sur la moralité dans le cinéma hollywoodien et contemporain. Et donc oui, il a sa place dans le milieu universitaire, mais c'est une place qui vient d'une frustration et d'un échec. Elle est là où elle a voulu aller, vraiment. Donc ça les différencie quand même là-dessus, je trouve. Alors c'est drôle parce qu'on peut imaginer Nathan comme un professeur justement voilà, qui donne ses cours tout à fait fonctionnels, et puis on se rend compte en lisant son quotidien comment en réalité l'espace qu'il accueille le plus souvent ce sont les toilettes, et il passe de toilette en toilette. Enfin il dit la toilette c'est le lieu où finalement se passe la vie d'un drogué. Il sort des toilettes en pensant déjà à la prochaine prise et à la prochaine toilette dans laquelle il s'enfermera. Et donc on arrive à dans ce monde qui court à toute vitesse. Ces personnages fonctionnent parce qu'eux-mêmes se donnent les moyens chimiques de suivre ce rythme, dans une espèce de présent permanent aussi. Jusqu'au moment où voilà, c'est plus possible, quoi. Alors, c'est quoi cette lucidité ? C'est cette lucidité dont on parlait, parce qu'il l'a en allant aux toilettes à un moment dans le livre, oui, où justement il se dit, mais c'est quand même fou que les seuls bons moments de ma vie se passent dans des chiottes, quoi. Donc c'est peut-être qu'il y a un problème. Ce moment de lucidité, il l'a en se disant, c'est très étrange. Voilà, normalement, bon, c'est un lieu, certes, où ça peut être agréable de s'alléger, mais on n'en fait pas normalement le lieu symbolique du bon moment de la journée. Donc voilà, c'est cette lucidité qu'il acquiert, puisqu'il met quand même à peu près 5 ans à dire ça sur sa vie, à se dire il y a un problème. Et il y a 2 événements voilà, bon, il y a une construction narrative, c'est un roman, hein. Donc je les prends à un moment de leur vie où ils deviennent tous les deux lucides en se disant, bon, il faut peut-être que ma vie change. Ils traînent un petit peu. Et puis, il y a un tournage qui dégénère pour elle. Lui, il y a un colloque universitaire qui dégénère. Et en sortant de ces 2 événements où ils sont allés trop loin, le pense-t-il en tout cas, ils prennent la décision au même moment, à 25 minutes de différence, d'aller en cure de désintoxication au même endroit, comme par hasard. Sinon, il n'y aurait pas de livre. Donc ça m'arrangeait quand même. Et ils y vont, et voilà, ils se retrouvent au même moment là-bas. Mais oui, il y a cette sorte... il y a le pas de trop. En fait, c'est le moment où vous vous dites, dans la vie, bon là c'est dans la vie de toxicomane, mais même parfois dans la vie, on dit soit je change, soit là la voie que je vais prendre, elle sera définitive, et on peut la prendre, mais je sais que si je continue là, je ne pourrai plus faire machine arrière. Et ils arrivent à cet endroit de la vie où on se dit, ok, est-ce que je fais machine arrière ou pas ? Et ils le font. Évidemment, ce n'est pas une décision simple. Ils se retrouvent donc tous les deux dans une clinique. On change complètement de décor pour la deuxième partie de ce livre. Une clinique qui est, on devine, hors de Paris, enfin, hors de la ville, mais elle est en fait complètement hors du monde. Le monde est sous confinement. Il y a un virus qui fait que, de toute façon, les échanges avec le monde extérieur ne sont pas possibles. Et ils sont dans cette clinique qui est remarquablement bien décrite. On n'a peut-être pas le temps de parler trop du lieu, mais ce qu'on va voir dans cette clinique, c'est aussi un échantillon d'autres dépendances, d'autres versions, d'autres traductions de ce que serait la dépendance. Tout à fait. C'est ce que j'ai voulu, en tout cas, tenter avec la clinique qui prend
la plus grande partie du livre, en fait, se passe dans la clinique. Et c'est finalement de faire du monde réel voilà, une sorte de monde terrible, de cauchemar pour eux, pour les personnages. Hein. Moi, personnellement, je reste un grand optimiste. Voilà, mais les personnages enfermés dans un monde et de faire de cette cure de désintoxication une sorte de lieu idyllique. J'ai voulu la travailler comme ça, je veux dire de manière littéraire même. Travailler sur un champ lexical complètement différent, une manière de raconter complètement différente. La première partie est très frénétique, on change beaucoup de lieux, ça va très très vite. Et à un moment, je voulais que tout ça s'arrête, tout ça se calme, où là je prends le temps même de faire des... Voilà, où 3 jours passent en 150 pages, quand même plus, parce qu'il y a une ellipse d'1 mois avant, voilà, avant très très peu de pages pour beaucoup d'événements. Et je voulais que se rencontre dans cette clinique, comme c'est dans les cliniques de désintoxication aujourd'hui, puisque je le répète, maintenant les centres d'addictologie privés ou publics-privés contiennent moins de 50% en moyenne, sauf il y a des centres spécialisés parfois sur une drogue, mais les centres généraux, moins de 50% de gens addicts à des drogues communes, disons, des drogues type héroïne, crack, cocaïne, etc., les drogues classiques et illégales. Et la plupart des patients sont donc des gens atteints d'autres addictions et qui sont là, parfois de manière forcée. Il y a des hôpitaux qui prennent des gens de manière forcée et il y en a d'autres, c'est que des volontaires. Là, c'est une clinique dite hybride où il y a des gens enfermés contre leur gré, dans un étage spécifique, et en même temps des volontaires qui viennent en disant « faites quelque chose pour moi, aidez-moi ». Et ce qui m'a le plus étonné en travaillant sur ces lieux-là, c'est de voir à quel point à l'intérieur de la clinique, c'était très très simple pour tout le monde d'arrêter, de stopper leur addiction. C'est-à-dire que dans la clinique, tout va bien. Ils arrêtent, ils ne voient que des gens qui ont les mêmes problèmes qu'eux, donc de toute façon, il n'y a plus du tout ce côté de juge de la société qui les pointe du doigt. Ils se sentent enfin avec des gens qui leur ressemblent, ils ont l'impression d'être enfin à côté de gens avec qui ils partagent quelque chose, qui les comprennent. Donc il y a une sensation de bonheur étrange, puisque le drogué est obligé d'arrêter sa drogue, en dehors de grands moments de manque physique qui sont traités médicalement, mais qui peuvent être douloureux au début. C'est fascinant. Et le vrai problème, en fait, et les médecins addictologues le disent, il n'y a aucun problème pour qu'il arrête dans la clinique. Le problème, c'est quand il ressortent. Et 80% des gens, en ressortant, replongent. Et que la difficulté, ce n'est pas d'arrêter 1 mois dans la clinique, parce que la clinique est un vrai paradis pour le drogué. Mais après, ils ont tous très très peur d'en sortir. Et voilà, ce que j'ai voulu, c'est que ces 2 personnages qui étaient dans ce monde très dur, qui étaient dans ce cauchemar, qui vivent un rêve dans un lieu tout à fait inattendu pour vivre un moment délicieux, vous en conviendrez. Et ce que j'aime aussi, encore une fois, dans la littérature ou dans la fiction, au cinéma, où vous voulez, c'est voilà, de créer des situations assez à des endroits où on ne les attend pas. Et je voulais que cette clinique devienne une sorte de paradis pour eux, et ce qu'elle deviendra, évidemment. Je crois qu'on aurait le temps, dans le quart d'heure qui nous reste, en tout cas, de lire le moment de leur rencontre. Tout à fait. Ce serait le 3e extrait, donc de la page 184 pour la version française, à partir la parole circulait, ça commence par la parole circulait. Ça doit être, je pense, au milieu de la page. Page 184 Page
page 184. La parole circulait ici. Ah oui, c'est là. Donc, voilà un groupe de paroles de ces toxicomanes ou addicts ou victimes d'autres addictions qui se retrouvent pour parler. La parole circulait. Certains étaient là depuis longtemps, d'autres, comme lui, venaient d'arriver. Un seul objectif, s'en sortir. Ils étaient quelque part et ils devaient s'en sortir. Nous sommes quelque part, pardon. Ils n'y arrivaient décidément pas, mais il fallait essayer de se sentir concerné, essayer d'être avec les autres. Ils n'avaient aucune compassion, c'est le propre des héros. Il pensa aux esclaves en Égypte, cela le fit sourire, ils s'en sont bien sortis, eux. Lui ne voulait pas, il cherchait juste à se prouver qu'il pouvait arrêter pour mieux recommencer. Cause toujours. Il était quand même là, parce que ces derniers jours, j'ai vraiment déconné. On ne le répète pas assez. Être drogué, c'est exigeant, parce que ce n'est pas facile d'avoir décidé d'être drogué et en même temps de vivre. Ceux qui sont seulement drogués n'ont rien compris. Tout cela ne se droguait pas pour les mêmes raisons que lui. En tout cas, il s'en persuadait et ne se noyait pas totalement dans l'illusion. Il avait réellement décidé de vivre drogué. À elle de parler. Jeanne est un ange. Cela se remarque tout de suite. C'est très simple. Nathan tomba amoureux. La drogue aide à croire au coup de foudre. L'amour est une autre réponse possible à la mort de Dieu. Au moment où il pensa cela, où le nom de Dieu lui vint à l'esprit, il était sûr qu'il l'avait déjà vu quelque part. Jeanne, pas Dieu. Mais alors où ? La mémoire fureta, les souvenirs défilèrent, ils sont nombreux, même à 32 ans. Nous vivons tellement de choses, c'est long. Il se sentit vieux, chercha. Quand est-ce que cette femme avait croisé sa route ? Difficile. Ce qu'il aimerait à cet instant, être défoncé. Il la remettrait certainement. Le sevrage, 3 jours déjà, compliqué. Il tiendrait. Nathan pouvait être capable de tout, surtout après avoir vu Jeanne. Mais là, il ne voyait vraiment pas. « Je ne vois pas », dit-on lorsqu'on ne se souvient pas, comme si voir était ce qui rendait la chose concrète, vécue. Pauvres aveugles. Il sut que ses yeux l'avaient déjà regardée, qu'il la connaissait même intimement. Jeanne cachait quelque chose. Quoi ? Il le découvrirait bien assez tôt. Il sentait qu'elle avait, elle aussi, une pointe près du cœur. C'est alors qu'elle osa le dire, tellement gênée, la pauvre. Elle est tombée dedans à cause de son travail. « Quel travail ?» demanda le thérapeute. « Je suis actrice pornographique. » À ce moment, il se détesta, car il se revit au cœur de sa solitude contemporaine, ne pouvant s'endormir, pénis à la main, devant les films de Jeanne. C'était tout simplement ça. Quelle horreur! Le romantisme sera ailleurs. Il songea à faire semblant de ne pas savoir. Qu'allait-il penser ? Que je regarde de la pornographie ? Jamais. Déjà, j'ai eu la force d'admettre que je suis un drogué. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui. C'est donc l'histoire d'un professeur d'université toxicomane qui tomba folle amoureux d'une actrice pornographique, elle aussi toxicomane, et inversement. Alors, ce qui est formidable, c'est que cette scène, donc, elle arrive vraiment au milieu exact du livre. C'est la première que j'ai écrite. D'accord. Je dis ça parce qu'en la lisant, je m'en suis souvenu. Et c'est bien de l'avoir coupé, mais ce qui est très beau aussi, c'est à la fin du chapitre, Jeanne et Nathan, qui sont 2 personnages de roman, donc qui se savent personnages de roman, doivent se rencontrer, puisque sinon il n'y aurait pas de roman. Et donc la dernière ligne de ce chapitre, c'est « De leur rencontre naît ce livre ». Et par rapport au début qui a cette incohérence, cette lutte entre les récits, ce rythme très rapide, on arrive tout d'un coup à cette cohérence parfaite. Leur rencontre donne lieu au récit.
elle se fait grâce à la parole étant la matière même du récit qu'on est en train de lire, du roman. Et on a l'impression un peu ce moment de grâce comme ça, qui m'a fait penser à la scène de Volutsi Danit Coucou, ou de Miloš Forman, où le grand Indien reçoit un chewing-gum de la part de l'acteur joué par Jack Nicholson, et puis il le remercie, et il dit merci. Tout le monde pensait qu'il était muet, et puis il y a d'un coup ce merci. Et cette parole qui fait qu'un être autre existe, un ami potentiel, quelqu'un avec qui on va pouvoir survivre dans cette solitude terrible. Elle a un peu ce rôle-là, cette parole. Oui, tout à fait. Et puis, en plus, il y a plusieurs choses. C'est que la rencontre, en fait, n'a pas lieu finalement, puisque, enfin, là, on voit qu'ils se regardent, mais après, dans le chapitre d'après, du temps a un petit peu passé. Et l'idée, justement, de ce genre de scène où, évidemment, ça s'appelle le roman de Jeanne et Nathan. Il y a Jeanne, il y a Nathan, tout le monde attend qu'ils se rencontrent. Et ce qui est amusant, c'est de faire durer. Hitchcock aimait beaucoup ça. Il disait, une voiture qui s'allume tout de suite, ça ne m'intéresse pas. Il faut que le personnage mette 3-4 coups avant de pouvoir s'en aller. Sinon, il n'y a pas de tension. Il disait aussi, un meurtre, il faut que ça dure 15 minutes. Sinon, ce n'est pas intéressant non plus. Il y a cette question, voilà, de faire durer disons-le, ce suspense. Et là, au sens hitchcockien du terme, très très important de rappeler ce que c'est que le suspense hitchcockien, en hommage à Nathan, professeur de cinéma à l'université. C'est-à-dire qu'on parle souvent de suspense quand il y a de la tension, mais le suspense, c'est vraiment quand le spectateur a une longueur d'avance sur le personnage. C'est-à-dire que si moi j'ai un pistolet sous le canapé, mais que vous ne le savez pas, mais que eux sont au courant. Donc vous vous attendez à quand est-ce qu'il va l'utiliser. Ça, c'est le suspense. Et tout le monde sait qu'ils vont se rencontrer. Le roman de Jeanne et Nathan, c'est écrit derrière. Et voilà. Et de toute façon, ils vont. Mais eux ne le savent pas. Donc l'idée, c'était justement que cette scène, on l'attende le plus possible. Et elle arrive finalement. Et c'est pour ça, je pense qu'elle fait cet effet, en tout cas c'était une volonté de ma part, de enfin, oui. Quelque chose se passe, oui. et les choses vont pouvoir changer. Il y a aussi un rapport au temps qui est particulier, parce que ce sont deux personnages donc, qui vivent séparés dans une vie fragmentée, dans un espèce de pur présent, et là tout d'un coup ils s'inscrivent dans l'histoire, dans leur histoire, c'est-à-dire qu'il y a un passé qui ressort. Il y a des souvenirs d'enfance, il y a une famille qui prend un peu plus de relief, on comprend un peu mieux certaines dynamiques. Et puis il y a surtout un futur possible, parce qu'il y a une renaissance, le désir revient. On se rend compte qu'une des choses qui manquait à tous deux, c'était le désir. Tout à fait. Et ce qui revient, c'est aussi l'ennui. Par rapport à cette question du temps qui est très important, c'est cette fuite constante, contemporaine, de la peur de l'ennui. Et d'ailleurs, c'est devenu un mot péjoratif, ce qui ne devrait pas forcément être. Plein de choses peuvent naître de l'ennui, c'est-à-dire de ce moment où je ne fais rien. L'addiction, la drogue en particulier, est une lutte constante contre l'ennui. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'ennui, il y a le manque. Donc, je viens le combler. Et ces personnages redécouvrent l'ennui, et à partir du moment où ils s'ennuient, où ils acceptent de se faire chier, disons-le même grossièrement, parce que les choses prennent comme ça plus de volume, le désir revient. C'est le désir véritable. Au sens du désir amoureux, qui après peut se développer dans plein d'autres choses dans la vie, mais qui n'est que du mimétisme par rapport au désir amoureux. Mais voilà, donc plus que le désir, je dirais que c'est cet ennui d'abord. C'est d'apprendre à se réennuyer, d'apprendre à apprivoiser le temps. Le temps qui est complètement déstructuré par l'addiction, par le rythme de leur vie,
dans la première partie, et que j'essaie aussi de travailler dans la forme, puisque moi, je suis un grand partisan de la forme qui doit s'adapter au fond, c'est-à-dire que si mes personnages ressentent certaines choses, il faut que mon écriture soit dans le même état d'esprit. Et à partir du moment où ils s'ennuient, alors je n'essaie pas de faire des lignes ennuyeuses, mais essayer de décrire l'ennui sans ennuyer le lecteur, c'est un défi assez amusant. Nathan, je pense que c'est Nathan qui le pense, ou c'est le narrateur qui le dit. Il dit « Après avoir vécu avec des mots disparates, il faut réapprendre à utiliser des adjectifs. » Donc, et on le sent aussi, ce retour, sans que ce soit du tout quelque chose de lourd ou de grossier dans la facture, mais il y a une phrase qui s'allonge, un rythme qui se pose, peut-être une précision des images, de certaines images. Tout à fait. Enfin, après, il faut faire attention aux ruptures de style trop importantes, évidemment, et là, c'est tout un équilibre à trouver, mais c'est pas du tout le même style d'écriture dans la première que dans la deuxième partie. Et la présence du narrateur me permet justement que ce soit pas trop décousu, qu'on passe pas dans chose complètement obscure. Enfin, faire attention aussi aux changements brusques, ou alors il faut vraiment l'assumer complètement. Mais cette présence du narrateur fait le lien entre ces deux parties. Mais oui, des phrases plus longues, plus d'adjectifs, ce que remarque Nathan d'ailleurs, puisque les personnages, en plus de savoir qu'ils sont des personnages de roman, commentent le style du narrateur parfois. Alors, ça c'était la deuxième partie. Il y en a une troisième qu'on ne va pas vous raconter, non pas pour laisser planer un suspense qui n'en serait pas un, mais tout simplement parce qu'on n'a pas le temps de l'aborder. Enfin, on peut juste, je l'avais entrevu, mais juste, je trouve ça important de le dire parce que c'est dit assez vite et c'est important. Jeanne va avoir un désir de s'engager en politique et va le faire dans une troisième partie. Voilà. Et peut-être aussi parler de cette numérotation des chapitres pour conclure. On commence par le chapitre 57, le chapitre suivant c'est le 56, 55, donc un compte à rebours qui a aussi quelque chose d'une fatalité. Et il faut savoir qu'on va descendre plus loin que zéro. Ça me semble important aussi. Oui, alors ça, là justement, c'est pas du suspense, c'est plutôt de la tension, puisque c'est plutôt voilà, ça c'est vraiment un procédé dramaturgique, c'est stylistique. Je trouvais intéressant par rapport à l'idée de la tragédie. Alors, je dis pas la fin des personnages, évidemment, mais le compte à rebours fait qu'on attend zéro. On attend zéro et on craint zéro. Et je voulais que le lecteur craigne ce qui pourrait advenir de ce livre, parce que la crainte, parfois, nous donne beaucoup d'espoir. Ça me semble un mot de la fin parfait. Merci. Merci. Bene, grazie Clément, grazie Pascal. Mi sembra quasi perfetto che si chiuda un incontro sul romanzo del genere su queste due cose. Manca il finale, quindi va scoperto comprandosi il libro, e Jeanne si impegna in politica. Vedremo come, si scoprirà lì. Grazie a tutti, il prossimo incontro è con Sandra Lucbert e Fabio Pusterla, e se in questo periodo, appunto in questi giorni, forse abbiamo visto tanti modi in cui si può fare una letteratura che in qualche modo incroci o si confronti con le questioni sociali, nel prossimo incontro è il momento di una riflessione su questa cosa teorica, anche se Sandra Lucbert ha anche scritto 2 romanzi all'inizio, ma gli ultimi libri sono dei saggi in cui proprio riflette molto sul linguaggio, ma stesse cose le dirò poi all'inizio del prossimo incontro. Clément sarà fuori alla firma copie per chi prende i libri, e il prossimo incontro, per chi verrà, spero tutti, comincerà 10 minuti in ritardo perché abbiamo avuto appunto ormai questo décalage. Peut-être aussi, je me permets, che è interessante ridire che se vi manca Clément e le cose che può raccontare, c'è sempre questa video
nel ciclo di Writers on Esatto, Translation. sì. C'è una serie di interviste che abbiamo cominciato 2 anni fa, in realtà adesso, che si intitola Writers on Translation, quindi scrittori intervistati sulla traduzione, sono delle video interviste. Abbiamo cominciato però, anche se abbiamo iniziato a registrarle 2 anni fa, a farle uscire questa primavera, quindi più o meno ogni mese ne uscirà una nuova. Jean Echenot, quelle che abbiamo già pubblicato, Fabio Pusterla, Franco Buffoni, Auður Avalofsdottir, che era l'anno scorso qui con noi, e nelle prossime ci sarà Frédéric Pajac e Georgi Gospodinov. Quindi questa idea di chiedere, siccome di solito di traduzione parlano i traduttori, in questo caso viene chiesto agli autori qual è il loro rapporto con la traduzione. Aggiungo anche che al bookshop ci saranno i libri anche di Pascal, disponibili anche in italiano, e poi volevo ringraziare Daniela Marina Rossi per le traduzioni che voi in questo caso non avete sentito perché poi non essendo sue sono state lette in cuffia da Marina e da Grass, quindi per chi le ha ascoltate, altrimenti credo che forse le pubblicheremo a un certo punto sulla nostra rivista Specimen, quindi si potranno leggere lì. Grazie, a dopo.